bienvenue à mon ciné balado. Vous êtes en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Comme on aime beaucoup faire, on a eu la chance de faire de belles rencontres avec les artistes et artisans du film Viking, un bel ovni cinématographique québécois qui vient de prendre l'affiche. Oui, tout à fait. Le genre de film que moi j'aime, qui est juste un petit peu à côté de la traque bien commerciale, mais qui est super accessible quand même. Je pense que vous devez aller voir ce film-là, ça vaut le coup. Un peu comme Niagara, pas le même genre de film, mais le même genre d'humour un petit peu décalé. Là. Je pense à tous ceux qui aiment The Office, pis ce genre de trucs. Ouais, y a des malaises sont bien exploités, du dialogue bien punché, mais surtout avec Vikings, ce qui est le fun, c'est vraiment un concept, une prémisse vraiment originale. Ouais, exact. Qui est très intéressante. En plus, c'est dans l'air du temps, parce qu'avec tout ce qui se passe en termes de mission, de préparation pour aller sur Mars, c'est le fun d'avoir ce petit avant-goût-là. Voilà. Sommairement, c'est on envoie des gens sur Mars, puis pour préparer puis avoir des solutions sur les conflits interpersonnels, on fait une équipe B sur la Terre qui les gens sont choisis parce qu'ils ont les mêmes caractéristiques physiques, les mêmes aptitudes, les mêmes choix, les mêmes façons de penser, mettons, que les autres. Fait que c'est sûr ça donne des hommes puis des femmes qui jouent des hommes puis des femmes, etc. Fait que là, on les laisse, ils reçoivent tous les matins qu'est-ce qui s'est passé dans la navette sur Mars. Puis là, eux, ils interagissent, puis ils essaient de trouver des solutions, puis après, ils proposent ces solutions-là aux autres. Fait que c'est assez bizarre, puis ils sont comme à huis clos dans leur fausse cabine à faire des fausses sorties spatiales, si on veut, et tout. Fait que, le film est super beau. Ouais. De toute façon, on en a parlé vendredi, là, quand il est sorti, le 30 septembre. Bref, on a d'abord jasé avec le scénariste, co-scénariste et réalisateur Stéphane Lafleur, et le co-scénariste Éric Kaboulian. Et ensuite, on a les deux comédiens, Steve Laplante et Larissa Corriveau. Et dans l'entretien avec Steve et Larissa, on va un petit peu plus dans les spoilers là, sur ce qui advient de leur personnage et disons des motivations qui pourraient révéler un peu l'issue du film. Fait que pour cette portion-là, on vous encourage à peut-être voir le film d'abord. Mais sinon, la première partie, si c'est ce qu'il vous faut pour vous motiver à aller voir le film, allez-y, mes enfants. Parfait. Je suis comme décontenancé par mes enfants. Alors, sans plus tarder, place à nos invités. Bienvenue à mon ciné balado, épisode spécial sur le film Viking. Vous êtes accompagné de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Salut Jeff. Allô, allô. De la grande visite dans le studio du balado. On a le co-scénariste Éric Boulian, le co-scénariste et réalisateur Stéphane Lafleur avec nous, qui vont nous jaser un petit peu des coulisses, des dessous de la production, dis-je, de Viking. Allô les gars. Allô messieurs. Salut. On pourrait quasiment dire même co-scénariste et troisième rôle ou caméo. Je sais pas. Parler. Ouais, non, c'est ça là. Mais absolument, la grande star. Est-ce que c'était juste un coup de tête qui a dit Stéphane, hey, m'embarque dans scène? C'était le fun de que Éric soit dans le film. Je trouvais, en plus qu'il commence à jouer de plus en plus. Fait que on profitait de cette occasion-là, oui. C'est pas juste parce que quelqu'un s'est pas présenté le jour même. Bon, Éric, aussi, Rémi Girard peut plus. C'est ça. Même casting. Vous revenez de TIFF, en fait. Et puis, j'ai-tu bien compris, parce qu'il y a pas mal de prix là-bas, là, sans rien enlever. Mention spéciale dans la catégorie meilleur film canadien, c'est ça? Exactement. Puis, qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, c'est ça. Ça veut dire qu'il y a du monde qui sont ostinés, probablement dans le jury, puis qu'à un moment donné, ils ont dit, on va au moins leur donner une claque sur l'épaule. On va souligner leur travail. Alors, c'est le fun. Non, c'est le fun, sincèrement. Déjà, d'être au TIFF, d'être dans plateforme, c'était une belle façon de commencer la carrière du film. Est-ce que c'est une première projection devant le public? C'était la première? C'est la première, ils appellent ça première mondiale. Et puis, absolument, oui. C'est la première mondiale. Devant un public anglophone. Oui, c'est ça. Comment les Ontariens ont réagi? Super bien, en fait. Puis ça a été un stress d'enlever parce que c'est ça, il y a de l'humour dans le film et tu souhaites toujours que ça traverse les frontières de la langue. Et malgré les sous-titres. Malgré les sous-titres, qui sont assez nombreux, évidemment. Ça reste peut-être
ton film le plus bavard. Si Possiblement. Ça parle, mais tu sais, c'est ça. Ouais. Mais là, il y a des sous-titres, mais les jokes passent super bien, puis il y a vraiment des belles réactions. Donc, on est arrivé, on arrive au Québec avec gonflé à bloc. On est prêt à tout défoncer. C'était-tu ta première expérience en festival, toi, Eric? En général, dans la vie? Ouais, ben, disons, en tant que créateur, là. Non. Okay. Moi, ça a parti fort, puis après ça, plus rien. Okay. Ah, c'était dans le temps de Petit Frère, c'était tout ça? Petit Frère, Cannes, après ça, Prank, on est allé à Venise. Après ça, gros, long silence radio. Puis après, ben là, on s'est rencontrés, ça fait beau à dire, là, mais on s'est rencontrés à Cannes, en fait. Okay. Eric, j'étais là la même année avec Tudor Nicole. Puis, ben, c'est sûr, on a eu l'occasion de se connaître là-bas. Puis on s'est recroisés un peu sur le chemin des festivals dans l'année qui a suivi. Puis on est devenus amis comme ça. Tout à fait. Voilà. Parce que la genèse de Viking, ça vient juste de toi, Stéphane? Ben, j'avais commencé le projet tout seul. Je me suis rendu à une V1 qui m'a pris plusieurs années à écrire. Et puis, devant le concept, tu sais, j'ai comme un peu... comment dire? Je me suis retrouvé devant beaucoup de possibilités, puis je trouvais que ça serait intéressant d'être deux pour faire des choix. Devant un infini. Oui, c'est ça, devant un infini spatial. Puis Eric est très fort en structure. Moi, j'ai une façon plus instinctive peut-être d'écrire. Puis Eric est venu d'abord faire du ménage là-dedans, mais après ça, complètement sauter dans la proposition. Puis c'est vraiment une coécriture au final, là. Moi, j'aimerais juste revenir au tout début de la genèse du projet. Oui, c'est ça, on a sauté des étapes, là. Que je trouve intéressant parce que c'est vrai. C'est des photos, j'ai pu comprendre, il y avait une exposition, quelque chose comme des photos d'astronautes qui t'a donné comme un... Ouais, tu sais, la petite histoire, le premier déclic, c'est une expo de photos que j'ai vue à New York il y a à peu près 12 ans, un gars qui s'appelle Vincent Fournier. C'était des photos grand format d'astronautes perdus dans le désert, puis ça m'a vraiment interpellé. Puis on dirait que je voyais là-dedans la possibilité de faire un film de science-fiction, finalement, avec pas grand-chose. Tu sais. Au final, c'était juste quelqu'un en saut d'astronaute, mais dans un décor. Il y a pas le décor, c'était la nature, finalement. Tu sais. Fait que je voyais comme, soudainement, il y avait moyen de faire ça avec peut-être peu de moyens. Je sous-estimais ce qui allait suivre, mais en tout cas. Fait que ça, c'est un peu la première étape. Puis je me suis rendu compte que les gens qui avaient photographié faisaient partie d'un truc qui s'appelle la Mars Society, qui est un organisme qui fait des simulations de Mars dans le désert, mais c'est un truc très sérieux, là. Okay. Qui font de la recherche un peu le vivre ensemble, mais qui vivent selon un protocole. Tu sais, ils sortent jamais sans leur saut, tout ça. Fait que l'idée de quelqu'un qui fait semblant d'être sur Mars, déjà, est comme arrivé là. Puis au départ, ça devait être l'histoire d'un gars qui participe à un truc comme ça. Il y a eu aussi le projet Mars One, où n'importe qui pouvait s'inscrire pour aller sur Mars, aller simple. Fait que tu sais, j'étais un peu là-dedans. Puis dans mes recherches, je suis tombé sur un documentaire qui parlait des sondes Voyager 1 et 2 qu'on a envoyé dans les années 70 photographier notre système solaire. Puis la NASA expliquait que... Monsieur NASA. Monsieur NASA. Non, mais les gens de la NASA expliquaient qu'ils avaient gardé une troisième sonde en laboratoire, puis qu'avec ça, ils avaient pu régler des problèmes techniques à distance. Puis là, je me suis dit, et si on applique ça aux humains? Fait que là, mettez tout ça ensemble dans Mixette, puis ça donne Viking. Fait que Eric est arrivé, il y avait ça sur la table. J'avais un début, j'avais une fin. J'avais pas d'escalier entre les deux étages. Puis, il y en avait un, mais il était peut-être... Il manquait des marches. Là, on est resté dans l'image, c'est bon. Bravo. Est-ce que dans ce contexte-là, parce que c'est des gens qui sont un peu à huis clos pour mener à bien leur expérimentation, est-ce que la pandémie, puis on va finir par en revenir, là, mais est-ce que ça a joué un peu, t'as teinté l'écriture sur certains... Ben non, en fait, il y avait ça oui, mais pas au départ. Je veux dire, l'idée de départ était là avant la pandémie. Là. Puis nous, on a même commencé à travailler tout juste avant la pandémie. Puis, fait que toute l'idée de peu de personnages, d'un lieu clos, ça, c'était déjà là. Après ça, je pense qu'en discutant, puis oui, je pense qu'il y a des thématiques qui se sont installées par rapport à nos réflexions pendant qu'on vivait la pandémie et face à l'absurdité de notre... de notre existence qui était mis dans notre face tout à coup. Là, je pense que dans le concept de départ, ça n'a pas été affecté par la pandémie. Ben, toute l'idée du vivre ensemble aussi, tu sais, puis de la colocation forcée, là, soudainement, là, tu sais, c'était... On dirait que là, les exemples, ils fusaient autour de nous. Oui, c'est ça. Surtout comme vous dites, l'infiniment grand et l'infiniment petit. Là. Fait que là, tu tombes dans le petit détail qui gosse. Oui. Puis, on dit souvent pandémie très large, mais vraiment le confinement, il y a des couples qui
qui sont terminées là, dans ces étapes-là, dans la 2 vraie puis vie. 3, ouais, ça... hécatombe. Moi, ça va. On a survécu. C'est bien, ça. On a remarqué dans le film, au niveau esthétique, qu'il y a beaucoup de rouge, beaucoup de ronds, de cercles. Est-ce que c'était déjà dans ta tête au départ ou des fois c'est des heureux hasards? Non, c'est-à-dire que tout ça est pensé, mais pensé à partir du moment... Il y a des choses qui sont là au scénario, mais beaucoup de choses qui arrivent à partir du moment où Sarah Michara, directrice photo, arrive dans le décor, et dans le décor d'Andréline Beauparlant, et dans les costumes de Sophie Lefebvre. C'est des discussions qu'on a eues ensemble. T'sais, avant de choisir que le saut d'astronaute est rouge, il y a des étapes. Évidemment que... en partant, on a décidé dans le film qu'on allait inventer notre propre planète Mars, puis qu'on allait la créer de toutes pièces, puis qu'on allait choisir sa couleur. Puis ça a été un peu le point de départ, en fait, pour l'esthétique du film, je dirais. Mais déjà, à l'écriture, t'avais quand même quelques images qui étaient un peu reliées à Mars, là, déjà, dans l'introduction et tout ça. Fait que tu avais déjà ton thinking, je pense. Oui. Puis là, c'était le fun de planter cette couleur-là très tôt dans le film, avant qu'il parte, comme si ça traînait un peu dans son univers. Déjà que ce soit prof de basket, un ballon... Ouais, ça, le ballon, la trempette était là. Tout ça, c'était déjà là, oui, effectivement. Puis, on a commencé en parlant de l'humour du film. Est-ce que c'est risqué, justement, de... Tu sais, c'est pas des blagues comme, par exemple, Eric, t'as écrit avec, mettons, Émile Godreau puis De Père en flic. Au moins une qui est différente, là. Oui, quelques-unes, oui. Fait que, est-ce-tu là, justement, qu'il y a un gros risque de... Est-ce que le monde vont rire de la même chose que moi? En même temps, tout le monde aime The Office. Fait que tu te dis, peut-être que mon malaise va... Mais j'ai Le vraiment non-dit l'impression, va puis je passer. sais pas si c'est moi qui se trompe, là, mais on s'est pas posé beaucoup de questions sur l'humour en tant que tel en l'écrivant. Je pense qu'on savait que le potentiel était là. Je pense que, les deux, je pense qu'on aime écrire des situations comiques. Mais tu sais, à l'écriture, c'était vraiment, très humain, les feelings, qu'est-ce qu'ils vivent. Puis, on était... Puis c'est ça la comédie, je pense, souvent. Tu vas vraiment passer par le drame pour que tes situations soient super crédibles et tout ça. Puis ça fait en sorte que des fois, c'est plus drôle, mais... Fait qu'à l'écriture, c'était même pas genre rajouter des gags, tout ça. Oui, un peu quand même, là, mais tu sais, c'était pas... C'est beaucoup de mettre en place des situations absurdes, Exact. en fait. Déjà, le concept est absurde. Allez-vous résumer le film? Parce qu'à date, là, les gens savent pas de quoi on parle. Honnêtement, là, on est rendu à 15 minutes, puis personne ne sait de quoi on parle. On se fait une autre intro en préambule. Ça me rassure. Mais... bien stressé. Mais non, Mais si tu veux prendre le temps d'en ajouter... J'aime mieux que vous le fassiez. Mais non, mais il y avait... C'est ça, c'est que déjà le concept est un peu surréaliste, décalé. Puis là, après ça, ce qui va débouler de ça va suivre. Puis, tu sais, la direction aux acteurs, c'est toujours un peu... Si ça allait être drôle, ça va être drôle. Vous n'avez pas tant besoin de le puncher, là, tu sais. Il y avait pas la pression, justement, comme tu faisais la comparaison, puis t'as raison, là, d'écrire une comédie grand public comme De Père en flic, là, tu veux qu'il y ait un gag à chaque seconde, puis que tu sois comme soutenu, puis pour toute forme de public, du slapstick, tout ça. Là, la bonne grimace. Là, il y avait au moins pas cette pression-là. Il y avait l'impression de faire un bon film, puis là... Ce qui est le fun, c'est que je pense qu'il est drôle et qu'il plaît au public, puis que ça les fait rire. Fait que là, c'est juste un bon gros bonus, là, mais... Ouais. Mais on voulait pas que ça soit une parodie. Pour moi, c'était important qu'on fasse pas comme une genre de satire ou une parodie. Je voulais que la quête de David soit sérieuse, puis qu'on embarque dans cette proposition-là jusqu'à un certain degré. Là, ça reste étiré pas mal comme concept, là, mais bon. Je sais pas si c'est... je veux pas que ça soit insultant parce que justement tu voulais pas que ça soit une comédie. J'ai tout entendu, vas-y. Mais c'est juste que moi, quand j'ai vu de la science-fiction québécoise, je suis un enfant de Dans une galaxie près de chez vous. Fait que j'ai pensé à ça. Est-ce que c'était quelque chose que vous vouliez justement éviter? C'est sûr que Dans une galaxie, c'est DIY, mais pour que ça ait l'air réaliste. Là, c'est comme DIY pour que ça ait l'air d'être le pendant B de la vraie mission, genre? Ou ça, tu n'as jamais pensé à ça? Oui, non, mais c'est une bonne comparaison, là. Effectivement, nous, on s'est inventé notre petite histoire de c'est quoi ce lieu-là, où est-ce qu'ils sont, on s'est imaginé une espèce de bunker militaire désaffecté des années 60, puis là, t'imagines à comment on s'est mis à faire de la recherche de photos de lieux comme ça, des vieux lieux, puis là, ça vient avec une palette de couleurs, puis là, tu bâtis là-dessus.
là-dessus. Puis comme dans mes autres films, j'aime bien qu'on sache pas trop en quelle année on est. Ouais. La proposition est quelque chose de futuriste parce qu'il y a personne qui est allé sur Mars encore, à ce que je sache. Non, c'est pas. Mais le look, le ton, c'est pas trop. C'est une espèce de temps qui n'existe pas. Puis ça, j'aime beaucoup ça. D'ailleurs, est-ce que tu veux nous parler un petit peu des décors intérieurs? Est-ce que ça a été tourné en studio ou vraiment c'est un secret, ça va tout briser la magie. Non, mais effectivement, à l'intérieur, on a tourné, on a construit en fait la station. Puis le désert, on est allé tourner en Alberta. Fait que donc, c'est ça. Je disais à la boutade, c'est un film de gens qui se prennent pour d'autres personnes. C'est un film qui se prend pour un autre film, puis c'est un désert qui se prend pour un autre désert. C'est un désert canadien qui se prend pour un désert américain. Puis, mais c'est ça, c'était quand même... tu sais, je parlais de minimalisme au début. Finalement, c'était un projet extrêmement ambitieux pour les moyens disponibles. Avatar 2, rien à voir. Arrive pas à la cheville de la complexité. Mais non, c'est vrai. Oui, c'est vrai que c'est complexe. T'écris ça, puis t'es comme, il me semble, c'est simple. C'est 5 personnes dans une patente, mais c'est sûr que quand tu rentres des détails, t'es comme, OK. C'est que ce lieu-là n'existe pas. Fait que là, il faut l'inventer, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Puis rapidement, Sarah Michara, la directrice photo, est arrivée avec l'idée qu'on essaie de faire qu'on reste le plus analogue possible. Fait que tu sais, la planète Mars n'est pas faite par ordinateur, c'est fait de façon artisanale avec des substances, puis par un artiste visuel. La station, on a fait faire une maquette comme ils faisaient dans Star Wars, là, une espèce de maquette de 14 pieds qu'on a filmé en studio, puis qu'on a intégré par la suite dans les images qu'on avait faites. Ouais. Fait que la planète, c'est comme des liquides. C'est gros gaz. Comme une tête d'épingle filmée en macro, en fait. C'est un artiste qui s'appelle Marc-André Yonkers-Vidal qui fait ça, qui s'amuse avec des substances. Je sais même pas qu'est-ce qu'il a utilisé, il veut pas me le dire. C'est pas tout légal. Je pense que peut-être aussi. Du plutonium! C'est peut-être pour ça. Finalement, c'est ça. C'est ça. Puis, vous avez tourné en 35 mm? On a tourné en 35. Est-ce que de nos jours, c'est comme un producteur dit « là, pourquoi vous faites ça » ou tout le monde est ouvert à ça? Ben là, il commence à être habitué parce que c'est le 4e film que je tourne en pellicule. Puis Sarah Michara, quand elle arrive, tu sais, c'est parce que ça fait une différence. Là. C'est pas vrai que ça n'en fait pas. Là. Ça en fait une. Puis la façon de tourner aussi est différente. Le rythme est différent. Là. Absolument. Ouais. On sait que tu es aussi monteur dans une autre vie. C'est quand même curieux que tu ne montes pas tes films. Comment tu vis ça, cette dualité-là, d'aller monter des films pour d'autres, mais pas les tiens? Ben, je suis quand même là. Je suis présent, je suis là. Moi, j'aime ce dialogue-là, en fait. J'aime ça qu'on soit deux. De la même façon que c'était le fun d'écrire à deux. C'est le fun d'écrire ce bon vieux cliché que le montage de la dernière écriture. C'est le fun de continuer à l'écrire pas tout seul. C'est le fun d'avoir quelqu'un qui a juste du recul sur le matériel, puis qui dit, tu sais, quand c'est toi qui l'as filmé, tu peux être tenté de garder des choses juste parce que tu te souviens de comment ça a été difficile de tourner, puis comment tout le monde a souffert, puis qu'il faisait froid, puis qu'il a plu, puis tout ça. Mais si ça n'a pas d'affaire dans le film, ça n'a pas d'affaire dans le film. Couper des acteurs, mettons, ça c'est tough. Là, quand c'est toi qui as travaillé avec eux, il y a comme un rapport émotif. C'est super tough. C'est super. Non, mais c'est vraiment tough. C'est vrai qu'on a coupé une scène avec Eric. C'est ça. Mais c'est vrai, il y a des acteurs complets. Ouais. Ben non, mais ça c'est dur. Fait que là, c'est le fun quand t'as quelqu'un d'autre qui justifie ou qui te rappelle ce que tu es en train de faire un peu. T'sais. Fait que ça t'a jamais songé l'idée de faire un film où tu écrirais, réaliserais, ferais la musique, ferais le montage, ferais tout? Manque de temps aussi, à un moment donné. les musiciens, tu sais, Organ Mode, ils ont travaillé, ils ont commencé à composer pendant qu'on tournait. Ils ont fait des premières sessions de studio. Pendant qu'on était en montage, c'était un aller-retour constant entre eux puis moi. Tu sais, on leur montrait les scènes qui avançaient. Eux nous envoyaient des maquettes plus avancées. On a eu la chance de monter pas mal sur la musique quasi finale du film, là, ce qui est un grand luxe. Au lieu de travailler avec de la musique temporaire, là, qui est ce qu'on fait souvent. Ouais. Puis là, ben, après ça, les musiciens sont comme pognés avec des timings, sont pognés avec un style, sont pognés avec bien des affaires. Puis là, ils ont eu beaucoup de liberté. Mais tu sais, travailler avec toi, c'est le fun. Il y a vraiment, on dit souvent, oui, c'est un médium d'équipe, mais je trouve qu'avec toi, ça paraît beaucoup. Dans le sens que tu reprends souvent les mêmes personnes, puis on sent le travail d'équipe dans toute cette affaire-là. Fait que je pense que c'est ça qui est le fun aussi.
Puis toi qui excuse aussi, Eric, multidisciplinaire, acteur et auteur. Cirque, ouais, c'est ça, voilà. Ouais. C'est comme sur un autre projet, toi, t'écrirais-tu un rôle pour toi, tu sais? Je sais que Parador, c'est pas exactement c'est pas exactement ça qui est arrivé. Non, là, c'est pas qui est arrivé, mais j'ai fait un court-métrage récemment, un retour à la réalisation, mais cette fois-ci avec des subventions. Fait qu'un premier court-métrage avec un budget et tout, et là, ben, je joue dedans, j'ai écrit. Tu l'as écrit pour toi? J'ai écrit, okay. Ben oui, en fait non, j'ai fait des auditions, là, j'ai essayé de trouver quelqu'un, puis à un moment donné, je revenais tout le temps, je suis comme, ouais, je le connais ce texte-là, c'est moi, aussi bien le faire, là. Puis je me suis passé moi-même en audition. OK. Tu te regardais le soir? Je me suis regardé, bizarre. j'ai vu quelqu'un d'autre, je me suis passé en audition, puis à un moment donné, genre, la Florence, celle qui joue avec moi, juste comme moi, pourquoi tu le fais juste pas? Je vais dire, ok, je vais le faire. Mais ça a été un processus. Fait que oui, je l'ai fait. C'est brûlant, là. C'est super brûlant. On dirait que justement de partager la tâche, de travailler. Moi, je suis un gars d'équipe aussi. Puis on dirait que, ouais, à un moment donné, je me suis dit, comme, peut-être que je jouerais pas dans tout ce que j'écris. C'est le fun d'avoir quelques rôles. Puis, ouais. Puis Hey, je te coupe tout le temps. OK, ben j'allais dire, tu m'as fait penser à ça, le casting. Ça se peut-tu que tu avais déjà Steve en tête pour le rôle principal? Ouais, Steve était là déjà à l'écriture. Puis, tu sais, je pense qu'il était là il flottait un peu au-dessus du scénario. Puis quand Eric est arrivé, il voulait savoir, lui, un peu à quoi il ressemble, David, c'est qui. Puis j'ai dit, ben, c'est Steve Laplante. Puis ça a jamais changé après ça, tu sais. Puis le reste, c'est tout des... C'est venu au fur et à mesure, je te dirais. Tu sais, Denis Hall, j'avais déjà travaillé avec. Fait que ça aussi, c'est arrivé quand même tôt. Puis le reste, ça a été progressif, je te dirais. Mais c'est plus des découvertes que vraiment des auditions où tu as passé 15 personnes? C'est un mélange. C'est un mélange de toutes sortes d'affaires. Il y a des rôles qui ont été donnés, des rôles que j'ai fait des auditions. Beaucoup d'auditions. Pas beaucoup d'auditions. Moi, j'ai une question cruelle à chacun de vous deux. Quelle scène vous êtes le plus fier? Parce que des fois, on écrit quelque chose, on n'est pas certain si ça va bien se matérialiser au tournage et tout ça. Quelle séquence vous dites, celle-là, je n'étais pas certain, mais finalement, ça a vraiment donné quelque chose de bon? Tu devrais dire. Mais une scène que j'aime beaucoup, je sais pas si je suis fier, mais je l'aime, puis elle est pas mal dans le début, mais la scène avec Roy Walker qui arrive et on leur tellement travaillé cette scène-là. Ben, c'est un peu genre le cliché, mais pas le cliché, mais le stéréotype qu'on avait dans la tête de ce dude-là qui arrive dans un film américain puis qui explique un peu, OK, la mission, ça va être ça. Puis c'est comme un moment où est-ce qu'on se prenait pour un autre film, puis j'adore ces Armageddon, un peu. Ouais, j'adore ces affaires-là. C'est comme mon trip, c'est super bien shooté avec la lumière du projecteur et tout ça. Puis on a vraiment travaillé son speech pour que, tu sais, donner les bonnes informations, que ce soit pas trop long, puis que ce soit tout le temps intéressant. Puis ouais, il y a quelque chose que j'aime bien. On voit la gravité dans ses yeux. Ouais, j'adore. Puis le plan de la fin de cette scène-là, juste son gros plan, la façon qu'il est éclairé, je trouve ça malade. C'est vraiment un de mes shots préférés dans le film. Quand tu moi j'aime beaucoup la suite en fait de ça aussi, là, quand là, ils partent, puis tout le départ avec l'autobus, puis tout ça. Là, je trouve que c'est quelque chose que j'avais jamais fait. Et en fait, il y a tellement de choses que j'avais jamais faites dans ce film-là. C'est ça qui était excitant, en fait. Même tout le monde au décor, à photo, personne n'avait jamais fait de film qui ressemblait à ça. Fait que là, c'est tout nouveau. Là. Il y avait quelque chose de bien stimulant là-dedans. Est-ce que le prochain film, tu vas encore plus gros ou tu retournes à quelque chose non, de plus j'aimerais ça minimaliste? revenir plus. Okay. C'était mon plus gros. Je pense que je peux redescendre un peu. Non, c'est pas une ambition pour moi de toujours plus gros. Puis encore une fois, moi j'avais vraiment sous-estimé l'ampleur de ce projet-là, là, vraiment, vraiment. Là. Mais en tout cas, bravo à vous deux. On invite les gens à aller voir Viking, ça vaut la peine d'être vu. Fait en terminant, ben oui, Stéphane, Eric, je suis content d'avoir eu cette conversation. Merci beaucoup. On a le bonheur de recevoir deux comédiens du film Viking. Steve Laplante, qui est à sa deuxième visite dans le balado. Tout à fait. Qui est venu voir pour Babysitter. On se rappelle qu'il avait dit de très bonnes choses de ses réalisatrices Monia Chokri. Je ne sais pas si ça va être la même chose pour Stéphane. On va voir, restez à l'écoute. Et aussi Larissa Corriveau. Bonjour. Qui joue le rôle de Steven dans le film. Elle va nous expliquer pourquoi. Quel est ce personnage? Est-ce que c'est... Ben bonjour, premièrement, ouais. Bonjour. Salut. C'est-tu comme weird de jouer quelqu'un qui joue quelqu'un d'autre? Est-ce que vous pensez à un double niveau dans votre préparation à ces rôles-là? Ben oui, c'est weird de jouer ça. C'est ce qui fait aussi l'originalité de la patente, là. Mais dans mon cas, le personnage de David, il est tellement investi puis tellement motivé que... j'avais pas trop de questions à me poser par rapport à ça. C'était assez simple. C'est-à-dire que sa volonté d'être
cet astronaute-là est tellement franche que j'avais pas tellement de niveau de jeu in-between à trouver comme certains autres personnages du film. Oui, ben de mon côté, c'était un peu plus complexe parce que le personnage de Steven, alias Marie-Josée, alias Larissa Corriveau, c'est le personnage, je pense, le plus ambigu du film, c'est-à-dire que ses intentions, son niveau d'implication dans cette fameuse mission-là est pas si clair. C'est-à-dire que on a l'impression qu'elle est complètement détachée ou qu'elle est un peu là par dépit parce que sa vie était trop plate. C'est ce qu'elle laisse sous-entendre. Mais finalement, peut-être pas. Donc, peut-être que c'était, au contraire, la meilleure actrice de l'équipage. Donc, mais on le sait pas. Non, ça reste quand même assez flou, sans vouloir révéler certains tournants du film. Là. Mais oui, il y a eu quand même... J'ai discuté beaucoup avec Stéphane en amont pour être sûr de comprendre. Moi, mon travail, c'était de bien comprendre les intentions de Marie-Josée par rapport à cette mission-là. Puis après, dans l'interprétation, on n'avait pas à jouer deux niveaux. Il fallait seulement jouer un choix. Puis après, le scénario se chargeait de raconter la suite. Là. Justement, comment avez-vous reçu ce scénario-là qui est assez original? Est-ce que c'est un beau cadeau comme comédien de participer à un projet de la sorte? Hey, c'est un grand rêve. Tu sais, moi, mettons, à chaque page, j'étais là, mais voyons, je peux pas croire que je vais faire partie de ce film-là. C'est comme un fantasme là, d'acteur. Tu sais, justement, déjà d'aller jouer dans un désert avec des costumes d'astronaute dans une comédie de Stéphane Lafleur, c'est comme un rêve. Oui, tout à fait. Oui. Moi aussi, c'était pareil. J'ai capoté. Quand j'ai lu, je l'ai lu d'une traite. Un scénario, c'est quand même assez long, tu sais, il y a beaucoup de descriptions, d'actions, Puis j'ai lu ça d'un bout à l'autre. J'avais aucune idée de ce que c'était. En plus, Stéphane m'avait rien dit, il m'avait juste dit « lis ça ». Bye, genre. Alors que c'était la première fois qu'il m'envoyait un mail de sa vie. On se connaissait pas tant, personnellement, juste assez pour se dire salut, mais pas assez pour s'envoyer des mails. Puis là, il m'envoie un scénario dans un mail un lundi soir de décembre. C'était complètement... De tempête. C'était complètement surréaliste. Fait que oui, c'est un rêve. Ouais, c'est drôle. C'est ça, nous, il nous a dit qu'il t'avait en tête. Ouais. Mais je pensais qu'il t'avait dit hey, je vais écrire un scénario. Non, il me l'avait pas dit. Surprise, sinon il serait allé dans ses plans B. Voilà. Puis c'est ce que, d'ailleurs, tous les réalisateurs... Les réalisateurs devraient jamais dire à des acteurs... J'écris et je pense à toi. Parce qu'après ça, il y a 1000 autres affaires qui peuvent arriver. Fait que c'est bien. Puis Stéphane, il y a ça. Il y a cette discrétion-là. Puis c'était d'autant plus surprenant. Les décors sont... en fait, je dirais le film est une espèce de huis clos quand même. Comment était l'ambiance sur les plateaux? Ça doit être... est-ce que c'est plus demandant, plus exigeant d'être toujours en petite communauté comme ça? Mais c'était à la fois... technique et festif, je dirais. Technique de par la complexité des costumes. Il y a une belle magie dans le film, mais évidemment, il y a eu beaucoup de contraintes et de défis au niveau de la technicalité des uniformes d'astronautes. On tournait en extérieur où il faisait très froid le matin, très chaud, 1h30 après. Il fallait penser à aller faire pipi avant de mettre notre soute, là, genre. Ouais. Ne serait-ce que ça. Mais... les casques aussi étaient casques, très les casques, ça faisait tout le temps de la buée. Puis c'est ça. Des fois oui, des fois non. Il y a eu toutes sortes de systèmes d'amener des séchoirs en 2 takes, des séchoirs à batterie, parce qu'on était sur un parc national où on pouvait rien brancher nulle part. Écoute, c'était... puis là, ils ont mis un système de ventilation dans le casque, plus le système d'éclairage, plus des écouteurs, parce qu'on n'était pas... sinon, on n'entendait pas les partenaires. Des fois, les écouteurs lâchaient, fait qu'on devait se fier à... Je me souviens d'une scène en particulier où les écouteurs lâchaient, puis là, je regardais... C'est une scène avec Denis Hull qui joue Liz. Puis je regardais, OK, il a fini. Là, je vais, tu sais, mais ça devait... Fait que tout ça pour dire que la technique a pris quand même un gros... pour nous, puis pour l'équipe technique aussi, tu sais. Les techniciens, avant qu'on arrive, ils ont travaillé très, très, très fort là-dessus. Y a-tu eu beaucoup de bris sur le plateau, tu sais, comme des sauts qui marchent pas pantoute? Il y en a eu, c'est drôle, parce qu'à la dernière journée de tournage, la dernière scène du saut,
tout a lâché, j'ai fini avec un autre casque. Parce que là, il était tout en train de rendre l'âme, un après les autres. Puis vous n'avez pas conservé pour mettre chez vous sur un mannequin comme un... Jamais. Puis jamais moi, c'est Non, mais tu sais, c'est beau en même temps de voir, tu sais, quand tu regardes le film, tu vois toute cette espèce d'univers poétique-là. Puis quand on connaît toute la mécanique qu'il y a eu derrière, la préparation, puis justement les défis de chaque département, puis les contraintes dans l'interprétation. Là, comme Steve disait, des fois, on jouait, mais moi, je lisais sur ses lèvres parce que j'entendais pas ce qu'il disait. Tu sais. Mais ça amène aussi quelque chose, je pense, au ton du film, là, à certains moments. Tu sais, c'est quand même l'histoire d'un groupe de gens qui ne se comprennent pas. C'est une belle métaphore. Mais il y a un côté... je sais pas si je pense trop loin, mais tu sais, ça fait un peu télé-réalité, là, dans le sens, surtout nous, le spectateur qui regardons ça, des gens qui se gossent sur des micro-détails, que eux en fait, vivent des drames, mais pour nous, ça devient drôle. C'est un peu comme écouter Occupation Double ou tout un à truc fait, comme exactement. ça, genre. Le lien est direct aussi. Oui, tout à fait. Mais c'est vraiment comme une allégorie de la vie par procuration, là, dans laquelle on est beaucoup avec et les téléréalités et les réseaux sociaux, dans une espèce de mise en scène de notre propre quotidien, de notre propre existence, d'accorder de l'importance à ces banalités du quotidien, ces petits problèmes-là. T'sais. Moi, c'est ce qui m'avait frappé à la première lecture du scénario. Je voyais vraiment une espèce d'allégorie de notre mode de vie aujourd'hui. Là. Ouais, tu sais, c'est comme des personnages qui ont des rêves, puis qui c'est sûr, qui ressentent un vide, tu sais, pour avoir envie de partir 2 ans et demi, pour laisser ce qu'ils ont derrière, tu sais. Ils ont des attentes. En tout cas, le personnage de David, il y a des attentes hallucinantes là, sur ce projet-là, tu sais. Qui hallucine des astronautes oui, qui l'appellent. Exactement, tu sais, pour arriver à une télé-réalité. Et justement, comment tu interprètes la fin du film, un peu le... Faudrait aller dans une section spoilers pour ça, nos spoilers, auditeurs. on y va dans le spoiler. Oui. Comment j'interprète, qu'est-ce que tu veux dire? Comment je vois tu... l'après-film pour David? Oui, parce que ça demeure quand même assez ouvert comme fin. Ouais, moi je pense qu'il revient chez lui, c'est mon interprétation qui est bien discutable. Je pense qu'il va revenir chez lui célibataire. Okay. J'ai un peu brisé. Là, ouais. Un peu brisé, mais je pense que je pense qu'il va avoir compris quelque chose de ça. C'est une longue ride là, qu'il fait. C'est un long parcours. Il réalise tellement d'affaires. T'sais. Moi, je pense qu'il va... écoute, c'est tellement cliché de dire ça, mais face aux échecs, là, les vrais échecs, là, on en retire toujours quelque chose. On comprend des affaires, on se trouve épais, tu fais « Ah ben là, ça, je referai plus ça. » Je veux dire... Par rapport aux attentes, probablement, qu'on se fait, de ramener ça un peu sur le plancher des vaches, puis de faire, ben non, mais attends, ça sera peut-être pas si... Il va peut-être moins rêver, La réalité l'a rattrapé beaucoup dans ce parcours-là. Je pense qu'il va être plus terre-à-terre, peut-être. Ben, ça ramène le questionnaire au départ. Est-ce que vous avez revu le film récemment? Étiez-vous oui, on l'a vu à Toronto. OK, c'est ça. Ben, le questionnaire avec lequel on débute, qui dit d'abord, est-ce qu'il se laisse comme inspirer par ses rêves ou guider par ses rêves, qui corrige sa réponse. Puis aussi, est-ce que, je me souviens plus exactement, là, mais le monde est un peu triste, ça vaut-tu quand même la peine de faire des projets? Puis qui est comme, oui, c'est absolument, genre, puis je sais pas s'il referait ce... Ouais, puis quand tu dis est-ce qu'il y a quelque chose qui vous empêcherait de participer à la mission, puis il prend une seconde, puis il dit rien. Mais il prend une seconde, mais c'est pas long une seconde quand même, tu sais, pour tout abandonner. C'est ce que je trouvais qui était le défi aussi de ce film-là, c'est qu'on l'abandonne pas, tu sais. Moi, je trouvais ça dangereux. Puis j'en ai beaucoup parlé avec Stéphane pendant le tournage. Je me disais, si on le lâche parce qu'il est trop intense, parce qu'il croit trop à ses rêves, il faut que le spectateur reste avec le personnage. Sinon, on n'a plus de film. Si les spectateurs décident de le larguer parce qu'ils comprennent pas ou parce qu'ils le trouvent trop intense, on n'a plus de film. Puis il y a des gros switches dans ce film-là, puis des gros revirements où on voit le personnage de David aller très loin, puis tu fais non, il faut réussir à garder le spectateur. Puis je pense que le travail que les musiciens ont fait sur ce film-là aide tellement la quête de David parce qu'il apporte toute une profondeur puis une importance. Fait que j'étais vraiment content quand j'ai vu le film que
que ça fasse la job. On ridiculisait pas les choix de David qui peuvent être quand même un peu risibles là, à un certain moment. Là, puis en même temps, David, il se bat contre... je pense particulièrement aux réunions, là, où est-ce que... David, il se bat contre l'insipidité des enjeux des autres, là. Là, on n'est pas là pour savoir combien de sucre on a le droit de prendre puis combien de temps de douche. On est là pour régler des problèmes existentiels dans le cosmos. Fait que c'est quand même un grand idéaliste aussi. Puis effectivement, comme tu dis, je trouve que la musique appuie sur cette dimension-là puis vient contrebalancer le ridicule de certaines discussions que les personnages ont entre eux parce qu'ils sont pris dans leurs petits égos puis leur petite réalité qui voient à travers leurs lunettes à eux, puis ils sont pas capables de voir plus loin que ça, là, que leur propre bien-être ou confort. Là, fait qu'en même temps, je pense que oui, les gens s'attachent à ce personnage-là parce que c'est peut-être le seul grand idéaliste de l'équipe. Puis c'est peut-être le moins égocentrique de la gang, finalement, même s'il fait des choix qui n'ont pas de bon sens puis qui sont blessants pour certains. Mais moi, je l'aime, David. Mais tant qu'à être dans les spoilers, Larissa, penses-tu à ce moment-là que le personnage de Marie-Josée est super intense dès le départ ou c'est vraiment à la confrontation avec le personnage de John qui a dit « Ah ouais, tu penses que je prends pas ça au sérieux? » Bam, là, je vais le jouer. Puis ça a donné que ce que Steven vivait dans l'espace a permis d'influencer ainsi. Comment je l'ai abordé? Pour moi, à la base, dans les premiers jours, elle était un peu là parce que probablement que sa vie était trop ennuyeuse. Fait que je pense que Marie-Josée s'est peut-être joint à cette équipe-là un peu par dépit en faisant « pourquoi pas? Je travaille dans l'événementiel puis je suis plus capable, je suis écœurée. » Mais je pense qu'à un moment donné, à un certain moment dans le film, elle décide de jouer le jeu. Probablement quand elle se fait dire que est menacée d'être au ballottage. Ouais. Parce que c'est là qu'elle fait « Attends, non, mais je veux pas retourner dans ma vie plate, là, je veux rester ici. » Fait que moi, dans la manière dont moi j'ai construit l'affaire avec Stéphane, c'était à ce moment-là qu'il y avait un déclic dans sa tête. Puis les circonstances faisaient que l'état du réel Steven correspondait un peu à son pseudo-détachement à elle. Puis c'est là que je pense que l'ambiguïté embarque puis qui est intéressante. Mais c'est ça, je pense qu'il y a vraiment un moment où il y a un tournant pour elle puis qu'elle décide de vraiment s'investir. Puis finalement, elle le fait de manière extrêmement intense aussi. Là, on va pas tout dévoiler, mais... Puis ça, c'est à cause de certaines coupures qui ont été faites au montage. Okay. Qui m'ont surprise, puis que je trouve vraiment intéressantes. Ouais, qui amènent Marie-Josée beaucoup plus loin dans son, dans sa dévotion. Parce qu'il y a comme des explications qu'on a perdues qui rendent ça. Puis elle commet des gestes qui n'étaient pas au scénario, qui étaient au scénario, mais non, finalement. Là. En tout cas, difficile à expliquer. sans trop en dire. Un autre sens, finalement. Oui, c'est ça. Elle va plus loin que ce qui était prévu, en fait, dans le film. Tous les deux, vous parlez vraiment de l'ouverture de Stéphane Lafleur à communiquer, à échanger avec vous. Comment il est comme réalisateur? Est-ce qu'il est très pointueux par rapport au scénario? Vous laisse quand même explorer un petit peu, faire un peu d'impro? Ou Non, jamais d'impro. Okay. Jamais. C'est très précis ce que Stéphane veut. Très clair. Très fidèle au scénario. Fait que le film qu'il a fait, c'est... En tout cas, pour ma part, c'est le scénario que j'avais lu. Le défi, en fait, c'est c'est ça, c'est de mettre le tuner sur le poste. C'est de tomber exactement là où il souhaite aller, parce que c'est une comédie, donc parfois on peut avoir le réflexe d'aller chercher le punch, puis il ramène toujours à une espèce de pureté, de niveau de jeu très très petit. C'est sa marque de commerce en fait là, tu sais, ce niveau de jeu là, très très fin. Fait que c'est le fun d'arriver sur un plateau puis c'est du vrai travail d'acteur pour moi quand il reste juste ça à trouver, que la scène se tient, on n'a pas à chercher cette scène là, il me semble qu'il manque de beat, ça, on n'est pas dans l'écriture, on est vraiment juste dans le jeu, tu sais, puis de trouver le bon ton. Mais c'est très précis ce qu'il veut, Stéphane. Puis c'est rassurant aussi parce que, tu sais, on sent qu'il nous aime, qu'il nous respecte beaucoup, puis qu'on l'inspire, mais en même temps, il n'est pas juste en amour avec ses acteurs, tu sais, il nous laisse pas tout faire. Puis ça, c'est rassurant pour nous. Parce qu'il sait exactement, tu sais, ce qu'il veut puis ce qu'il veut pas. Puis
Moi, ce que je trouve intéressant aussi, c'est qu'il travaillait beaucoup à l'oreille. Là, ça paraît qu'il est musicien aussi parce qu'il entend les répliques, il entend les intonations des répliques, il entend le rythme de la réplique. Fait que des fois, c'est très technique simplement. Là, mettons, quand on a compris ensemble l'intention ou l'état de la scène, de la séquence, là, il va vraiment chercher une musicalité dans la réplique. Puis on l'entend, des fois, il marmonne la réplique dans sa tête, puis on fait « OK, il la veut de même. » Genre. Ouais. Fait que c'est un travail technique aussi qui est très stimulant. Ouais, puis il est très... il est très, 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 très à l'écoute de toute son équipe. Pas juste des acteurs, de toute l'équipe. Moi, j'ai rarement vu ça. Quelqu'un écouter à ce point-là tout le monde. Après, il cale les shots puis il décide, mais je veux dire, il prend quand même le temps de... C'est quelqu'un de très humain qui prend le temps de travailler avec les humains qu'il y a autour de lui. Ça, au-delà du cinéma, en tout cas, puis du film qu'on a fait, moi, j'ai beaucoup appris de ça. Puis, dans le fond, je pense que ça résume ou ça fait du pouce sur ce que vous avez dit. Dans un univers un peu de science-fiction comme ça, ou de fausse science-fiction, le fait d'avoir toute cette équipe-là de confiance, tous ces talents-là, Sarah Michara et toute l'équipe, fait que vous avez confiance en le résultat, tu sais, parce que j'imagine sur place, dans les suits un peu boboches avec des bottes, des fois tu te dis, ouais, ça va peut-être être un accident de char, ça, ou... Non, moi je me suis jamais posé cette question-là. Je savais que jamais posé cette question. Le scénario était trop fort. J'ai trop aimé ce scénario-là. Puis en voyant l'équipe autour, j'ai jamais douté une seule seconde. Je dis pas que c'est nécessairement, ça va faire l'unanimité. Tu sais, je sais pas ça va être quoi les réactions autour de ça, mais je savais qu'on était sur la bonne track puis qu'on faisait le film qu'il fallait qu'on fasse. J'ai jamais douté de ça. Puis je pense que, en tout cas, moi, ce que j'ai réalisé, c'était la première fois que je travaillais avec Stéphane, puis on se connaissait pas vraiment avant de tourner. Tu sais, on s'est vu un peu avant, mais j'ai vu aussi, tu sais, qu'il y a son noyau de concepteurs avec lui qui le suit depuis longtemps, puis on le sent, tu sais, qu'ils ils ont vieilli ensemble, ils ont pris de la maturité, ils ont un langage commun, tu sais, ils se connaissent, fait qu'il y a cette espèce de connivence-là qui était là, que j'ai senti dès le départ, puis on s'est greffé à ça très facilement dans le sens où j'ai tout de suite senti que je faisais partie de cette équipe-là de création, puis je faisais partie du projet de création très rapidement, tu sais. Puis, non, c'est ça, puis je trouve que Stéphane... moi, ce que je trouve touchant dans ses films, ce que je trouve beau, c'est que en fait, je pense qu'il parle un peu toujours de la même chose, là, mais dans des anecdotes peut-être un peu toujours différentes, mais c'est comme s'il nous aide à faire la paix avec le fait de se sentir étranger au monde. Tu sais, c'est souvent des personnages marginaux ou un peu étranges ou un peu à l'écart, tu sais, qui se cherchent, mais finalement, c'est comme s'il disait « Ouais, mais c'est pas si grave de se sentir de même, c'est correct. » tu sais. Puis je pense que ça parle beaucoup aux gens aussi. Ah ben, c'est un peu ce que je me demandais. Qu'est-ce que vous pensez que les gens vont retirer du film ou devraient retirer du film, puis c'est correct d'être à part, finalement? Ben, à part, non, ben, pas nécessairement d'être à part, mais c'est ça, de ce sentiment d'étrangeté-là qu'on a tous déjà ressenti dans notre vie. C'est comme s'il dit, mais c'est peut-être pas négatif, tu sais, finalement. Ouais, il y a plusieurs... qu'est-ce qu'ils doivent ressentir? Je sais pas. Je pense que les gens vont repartir... tu sais, une fois que tu as fait ton film ou une fois que ou au théâtre ou whatever, une fois que tu as fait ton geste artistique, après, il t'appartient plus, tu sais. Ouais. C'est plus... est fini ta job, tu sais. Comme là, nous, la nôtre est finie. Puis c'est ce que je trouve le fun, c'est qu'après ça, ça vit dans la tête du monde. Puis des fois, tu participes à des projets, puis là, il y a des spectateurs qui viennent t'en parler, puis qui font des analyses ou qui font des liens, puis tu fais « Ah, sais-tu, j'avais jamais vu ça de même. Jamais, tu sais. » Fait que là, maintenant, il va être aux spectateurs, puis je sais pas ce qu'ils vont en retirer. Ben, on leur souhaite d'aller le voir, parce que c'est un film qui mérite d'être vu. Absolument. Ouais, j'avais juste avant de finir, peut-être, c'était une grosse année pour vous, comme on a dit. Vous avez plusieurs films peut-être qui ont été tournés dans les précédentes années, mais qui sont tous sortis cet été ou presque. Est-ce que vous avez encore autant de projets sur la table, puis on va vous voir au moins une fois par année au grand écran? Ou j'ai des projets qui naturellement, qui sont pas annoncés, mais ce sera pas une année comme celle que je viens d'avoir. Moi, je pense que celle que je viens d'avoir... 3 films en 3 mois, 4 mois. Ouais, c'est ça. Il y a une synchronicité au niveau des sorties, là, fait que... non, je pense pas de revoir ça bientôt, mais il y a des projets, ouais.
Puis toi, Larissa, parce que ça fait pas si longtemps que t'es au cinéma, ça se peut-tu? Non, moi, je suis une artiste de la relève. Ok, ouais, voilà. On a une blague. Oui, ben moi, je viens de faire un projet avec Denis Côté, un autre, donc qui ok. va sortir à un moment donné. Un truc C'est 3 films par année que tu fais avec Denis, c'est ça? 3? C'est ça, On ok. est rendu c'est mon 4e, en fait, que j'ai fait avec lui. Ok. En 5 ans. Ouais, pas pire. Puis sinon, je tourne avec Arabal sur son prochain long métrage, qui Oui. est un cinéaste. J'ai oublié c'est quoi son précédent, mais... C'est Quand l'amour se creuse un Ah, trou. c'est ça, C'était ok. son premier, là, Ouais. c'est son 2e long métrage qui est en fait une adaptation de son premier court métrage qui s'appelle L'ouragan Fuck You Tabarnak. Fait que, Ah. c'est un film bien. C'est un titre qui avait dissident. déjà été pris, ça, ou c'était la première fois qu'il était pris, ce titre-là? Ça avait jamais été pris, Ah, le fait bon. de breveter puis tout. Bon. Fait que- Parfait. Ben, Steve et Larissa, ben, comme on dit dans le film, ben, on est content d'avoir eu cette conversation. Merci d'avoir eu. Merci. Merci à vous.